Yosemite semble être un refuge naturel. Mais pour ceux qui peuplent ces vallées et ces falaises, cet endroit est une étendue sauvage où seuls les plus rusés, les plus patients ou les plus violents survivent. Bien qu'il soit classé parc national, les mêmes lois anciennes s'appliquent ici que dans n'importe quel coin oublié de la planète. Situé au cœur de la Californie, Yosemite englobe plus de 3000 km² de formations granitiques, de forêts denses et de cours d'eau en cascade. Sa variété d'habitats permet aux espèces qui partagent rarement le territoire de le faire et de se traquer entre elles. Les ours noirs parcourent les collines, les pumas chassent en silence et les coyotes traquent en meute. Les cerfs mulets traversent les prairies, attentifs au moindre bruit. Car ici, une erreur ne se corrige pas. Elle se paie au prix du sang. Contrairement à d'autres régions, Yosemite a perdu ses loups il y a plus d'un siècle et des chasseurs opportunistes ont comblé le vide. L'hiver les force à descendre à des altitudes plus basses. Le printemps ravive l'urgence et les saisons marquent des cycles rigoureux. Chaque jour renouvelle une ancienne routine, chasser ou être chassé. Ni compassion ni erreur ne sont admises. Ceux qui prospèrent le font aux dépens des autres, car c'est la seule langue parlée dans cette région. Bienvenue à Yosemite, un endroit qui ne pardonne pas les faiblesses. Dans cet environnement de tension constante, certaines créatures ont appris à se déplacer avec furtivité et ruse. L'ours noir d'Amérique, géant silencieux de la forêt, en fait partie. Ses griffes puissantes, longues et acérées peuvent facilement déchirer l'écorce des arbres ou ouvrir un tronc, des outils parfaits pour se défendre et se nourrir. Son corps massif et musclé se déplace avec une agilité surprenante, capable de grimper aux arbres et de nager dans les rivières avec la même habileté. Mais son arme la plus raffinée et la plus précise est peut-être son odorat. L'ours noir possède un odorat jusqu'à 7 fois plus développé que celui d'un chien de chasse, ce qui lui permet de détecter de la nourriture, des charognes ou la présence d'autres animaux à plusieurs kilomètres de distance, même à travers des barrières naturelles comme des forêts denses ou des cours d'eau. Malgré sa taille et son apparence imposante, la réalité de son régime alimentaire est presque paradoxale. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le régime alimentaire de l'ours noir du parc de Yosemite est dominé par les plantes, les fruits et les baies, qu'il récolte en abondance pendant les saisons chaudes. Au printemps et en été, il profite de l'abondance de la végétation. Pousses tendres, racines nutritives, baies mûres et fruits sauvages. Cette base végétale lui fournit la majeure partie de son énergie, essentielle au maintien de son imposant corps. Cependant, l'ours intègre également d'autres éléments à son régime alimentaire. Pendant la saison du frais, il chasse la truite dans les ruisseaux limpides qui traversent le parc, tandis qu'insectes et larves complètent ce menu diversifié et adaptable. Ainsi, la vie de l'ours à Yosemite est généralement relativement paisible. Mais il arrive que la véritable nature de l'ours noir se révèle lorsqu'une menace s'approche de ses petits. Sa violence n'est ni constante ni capricieuse. Elle se manifeste lorsque la survie de ses oursons est en jeu. La mère ours devient alors une gardienne implacable, capable de tenir tête à des prédateurs bien plus imposants. Dans ces moments-là, la créature paisible cède la place à un adversaire redoutable, animé par un instinct ancestral qui ne tolère aucune concession. À Yosemite, les ours noirs sont une présence fréquente et significative. Leur population est bien établie dans le parc, où ils trouvent un environnement favorable et des ressources diversifiées pour leur survie. Lorsque l'automne arrive, les ours entament un processus qui leur permettra d'affronter l'hiver, l'hibernation. Avant cette période, l'ours entre dans une phase d'hyperphagie, consommant jusqu'à 20 000 calories par jour pour accumuler les réserves de graisse nécessaires. Un mâle adulte peut peser entre 120 et 275 kg au début de l'hibernation, perdant jusqu'à 30% de son poids corporel durant ce processus. Pendant l'hibernation, leur métabolisme ralentit jusqu'à environ un quart de sa vitesse normale, ce qui leur permet de survivre sans manger, boire, uriner ni déféquer pendant plusieurs mois. Leur rythme cardiaque ralentit de 50 à 8 battements par minute et leur température corporelle baisse légèrement, se maintenant autour de 31 degrés Celsius.
Contrairement à d'autres animaux, l'ours noir n'entre pas en hibernation profonde. Il peut se réveiller s'il se sent menacé, mais il reste généralement dans un état de somnolence qui lui permet de réagir aux stimuli extérieurs. Avec l'arrivée du printemps, l'ours sort de sa tanière, plus maigre mais prêt à reprendre sa vie en forêt. Sa première action consiste généralement à chercher de la nourriture pour récupérer l'énergie perdue pendant l'hiver. Lorsque l'ours noir revient dans son domaine, d'autres prédateurs commencent à marquer sa présence. L'équilibre est constant à Yosemite et l'histoire de la survie se poursuit dans chaque recoin du parc. Parmi eux, le coyote se distingue par son caractère naturel de survivant, façonné par les conditions changeantes du parc et par une ruse qui lui permet de s'adapter à presque tous les environnements. Contrairement à leurs cousins urbains, les coyotes des montagnes qui habitent ce parc ont une fourrure plus épaisse et une constitution beaucoup plus robuste, résultat de générations d'hivers rigoureux et de hautes altitudes. Agiles mais solides de constitution, ils atteignent environ un demi-mètre de hauteur du sol aux épaules et leur corps mesure entre 75 et 85 cm de longueur. Ces prédateurs pèsent entre 9 et 11 kg, bien que certains spécimens puissent dépasser ces chiffres. Dans les prairies de la vallée de Yosemite, surtout en hiver, les coyotes parcourent le territoire à la recherche de nourriture. Leur régime alimentaire est varié, mais se compose principalement de rongeurs tels que les écureuils terrestres, les souris et les gaufres. Cependant, leur menu peut inclure des oiseaux, des lapins et même des charognes lorsque l'occasion se présente. Leur stratégie de chasse se déroule dans un silence tendu et concentré. Le coyote reste immobile, attentif au moindre bruit sous la neige. Leurs oreilles sont dressées, cherchant à capturer le contact subtil d'une proie cachée. Puis, lentement mais résolument, il se prépare. Son corps se tend, ses jambes se positionnent et, d'un mouvement unique, précis et mesuré, il saute à l'endroit où il a détecté le mouvement. La surprise et la rapidité sont essentielles pour attraper leur proie, presque toujours cachée sous la couverture blanche. Pour atteindre cette précision de chasse, le coyote s'appuie sur une vision adaptée à son environnement qui se concentre principalement sur la distinction des nuances de bleu et de jaune. Les couleurs comme le rouge et le vert leur sont indiscernables, apparaissant comme des variations de gris ou de brun. Cette adaptation n'est pas une limitation, mais plutôt un avantage évolutif qui facilite la détection des mouvements et des contrastes dans des conditions de faible luminosité, essentielles à leur activité crépusculaire et nocturne. Grâce à leur ruse infatigable, les coyotes se sont imposés comme une présence constante dans le Yosemite. Leur capacité d'adaptation à différents environnements, des forêts denses aux plaines ouvertes, leur permet d'occuper des espaces inaccessibles aux autres prédateurs. En plus d'être des chasseurs opportunistes, ils jouent un rôle essentiel dans le contrôle des petites populations de rongeurs, une tâche silencieuse qui maintient l'équilibre délicat de l'écosystème. Durant les mois d'hiver les plus rigoureux, lorsque la neige recouvre les vallées et que les proies se font rares, le coyote déploie toute sa ruse. Dans ces circonstances, il n'hésite pas à traquer un renard gris, concurrent direct pour les mêmes ressources. Tous deux avancent avec prudence, conscients que dans un environnement aussi exigeant, la moindre opportunité peut faire la différence entre la faim et la survie. Profitant de sa taille et de sa force supérieure, le coyote guette le moment opportun. Il mesure chaque mouvement et, lorsque la distance est idéale, il attaque. Il capture le renard et s'assure une source de nourriture en cas de danger. Ce comportement met en évidence sa capacité d'adaptation et de survie, même s'il doit pour cela transformer un concurrent en proie. Le coyote de Yosemite est, par essence, le reflet de la résilience et de l'adaptabilité de la faune de ce parc emblématique. Sa présence, aussi discrète soit-elle, est essentielle au maintien de l'équilibre fragile de la nature dans cette région. Cependant, les fourrés environnants n'offrent pas toujours de répit. Dans ces mêmes recoins, les serpents partagent territoire, terrain de chasse et cachette. Yosemite abrite une grande variété d'espèces, allant de l'insaisissable serpent rayé au puissant crotale du Pacifique. Chacun occupe sa propre niche, s'adaptant au climat montagnard et aux proies qui abondent dans les différents secteurs du parc. Discrets et patients,
Ces serpents se déplacent avec prudence, guettant silencieusement la présence de petits rongeurs ou d'oiseaux sans méfiance. Leur morsure, chez le crotal, est mortelle en quelques minutes, tandis que d'autres espèces recourent à la constriction ou à une traque prolongée. Chacun, avec ses propres méthodes, conserve sa place dans l'équilibre fragile de la forêt. Pendant la saison des amours, la scène devient quelque chose d'inhabituel. Des dizaines de mâles poursuivent une seule femelle, leur corps entrelacé dans un mouvement de glissement constant sur la litière de feuilles. La compétition est silencieuse mais implacable. Sans un bruit, les mâles s'affrontent, mettant la pression sur leurs rivaux et tentant de maintenir le contact avec la femelle le plus longtemps possible. Cette danse d'écailles peut durer des heures, tandis que les branches sèches couvrent la scène sans intervenir dans le combat. L'image est presque irréelle. Une masse vivante d'écailles et de muscles avançant comme un seul organisme. Il n'y a pas de lien émotionnel, seulement le besoin instinctif de perpétuer l'espèce. Finalement, après une lutte acharnée, l'un des mâles parvient à prendre le dessus. Grâce à sa ruse et à sa résilience, il maintient le contact nécessaire pour mener à bien l'accouplement, assurant ainsi sa place dans la prochaine génération qui peuplera Yosemite. Au-delà de ces interactions complexes, le cerveau reptilien guide chaque mouvement avec une précision implacable. Chez ces animaux, l'existence se résume à une simple séquence: chasser, tuer, se nourrir et, lorsque la saison l'exige, se reproduire. Rien de plus. C'est ce manque de distraction qui les rend dangereux. Dans tout écosystème où ils vivent, leur présence constitue une menace invisible, un danger tapi sous les rochers, les branches ou les flaques d'eau stagnantes. Parmi les armes chimiques de la nature, peu sont comparables au venin du crotal du Pacifique, la principale espèce venimeuse du Yosémite. Bien que sa létalité soit inférieure à celle d'autres serpents venimeux d'autres régions du monde, son venin contient des hémotoxines qui détruisent les tissus, provoquent des hémorragies internes et paralysent les proies en quelques minutes. Cette capacité en fait un prédateur efficace, adapté aux divers écosystèmes du parc. Il y a des millions d'années, ces reptiles possédaient des membres vestigiaux, des vestiges osseux aujourd'hui réduits, voire totalement absents. L'évolution a affiné ces structures pour leur conférer un avantage crucial, la furtivité absolue. Dépourvus de pattes, les serpents adoptent une démarche qui leur permet de se glisser dans les fissures, sous les feuilles sèches ou sur les branches suspendues, en utilisant la contraction rythmique de leurs muscles et de leurs écailles ventrales pour se propulser silencieusement. C'est cette même ressource qui leur permet de grimper, de nager et d'avancer en ligne droite ou en zigzag avec la même efficacité. Ses yeux, dépourvus de paupières mobiles, restent ouverts en permanence. Recouverts d'une couche translucide qui protège la surface oculaire, ils permettent aux serpents d'observer sans cligner des yeux, s'adaptant ainsi aux variations de luminosité dans le fourré. Certains spécimens perçoivent les variations de température de leur environnement, détectant la chaleur émise par les corps vivants, même dans l'obscurité la plus totale. De plus, leur langue fourchue capture les particules chimiques en suspension dans l'air et les envoie à l'organe voméronasal, une structure interne spécialisée qui leur permet de lire l'environnement, d'identifier les odeurs et de localiser leurs proies ou leurs rivaux. De temps en temps, à mesure que son corps grandit ou se régénère, le serpent perd sa peau. Les reptiles effectuent ce processus car, contrairement aux mammifères, leur derme externe ne se renouvelle pas progressivement. Au lieu d'éliminer les cellules mortes petit à petit, elles se débarrassent de toute leur enveloppe en un seul morceau. Ce changement se répète plusieurs fois par an et permet l'élimination des parasites, le renouvellement des couches endommagées et le maintien d'une texture lisse et fonctionnelle dans le milieu hostile dans lequel ils vivent. Ce renouvellement constant est essentiel pour que le serpent conserve son agilité et son endurance durant les longues périodes d'immobilité que sa vie exige. C'est cette même patience qui définit une grande partie de son existence. Un serpent peut rester immobile pendant des heures, les muscles tendus, sa langue attrapant les particules en suspension dans l'air, jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. L'attaque est immédiate et efficace. Une explosion rapide de venin paralyse la proie avant même qu'elle ne puisse réagir, assurant une capture sûre en un instant. Dans leur monde, vivre revient à réduire l'existence à cette attente et à cet instant. Aucune autre raison ne justifie leur permanence à l'ombre des arbres.
Cette approche minimaliste de leur quotidien se reflète également dans leur stratégie de chasse. Leur méthode varie selon la proie. Face à un rongeur sans méfiance, le travail est rapide, une seule morsure, le venin fait effet et il ne leur reste plus qu'à attendre que la victime cède. Mais face à des proies plus grosses, comme des lapins sauvages, le serpent a la capacité de les avaler en entier. Grâce à sa mâchoire articulée, dont les os ne sont pas soudés entre eux, il peut élargir sa bouche pour englober des corps bien plus grands que son diamètre. La proie est avalée lentement et les puissants muscles du cou la guident vers l'estomac. Ce mécanisme évite à l'animal de déchirer sa proie et lui permet de digérer les os, la fourrure et les organes, laissant peu de résidus significatifs. Cette stratégie est complétée par son mode de reproduction unique. Alors que certains serpents pondent leurs œufs dans des nids improvisés sous des rondins ou entre des rochers, le crotale du Pacifique donne naissance à des petits entièrement formés, prêts à se débrouiller seuls dès le premier instant. Cette approche élimine la vulnérabilité des œufs exposés dans un environnement souvent attaqué par des prédateurs comme les ratons laveurs. Ainsi, les nouveau-nés émergent prêts à chasser de petites proies et à se défendre par pur instinct. En quête constante de nourriture, le serpent explore différents territoires et ressources. Ainsi, sur les rives des cours d'eau du Yosemite, il glisse à travers la végétation basse, guidé par son odorat chimique qui détecte la trace d'une proie bien différente. Des œufs fraîchement pondus dans le nid d'un canard colvert. Pour la femelle, ces œufs représentent une source rapide de protéines, faciles à consommer et sans risque de confrontation directe. Mais la défense de la mère est farouche. Elle a investi des semaines d'énergie accumulée dans l'incubation de ses œufs. Et son instinct est de se tenir debout, de se tenir sur son chemin, d'émettre des sons durs et de déployer ses ailes pour tenter d'intimider le serpent. Le moment s'éternise. D'autres canards s'approchent, créant une nervosité accrue qui accroît le risque pour le serpent. Ces reptiles, bien que patients, accordent une grande importance à leur sécurité et à leur économie d'énergie. Chaque faux pas, chaque confrontation inutile représente une perte d'équilibre vital. Le serpent décide alors de se retirer, se glissant furtivement dans les sous-bois, à la recherche d'une autre opportunité moins coûteuse. Dans cet environnement, même le prédateur doit savoir quand céder. Mais la survie ne dépend pas uniquement de ce qui est vu ou entendu. Dans ce vaste environnement, une grande partie de la faune est guidée par des signaux invisibles, des odeurs qui imprègnent l'air et transmettent des messages vitaux. Dans ces paysages, il y a quelque chose de rarement perçu dans les cartes postales touristiques, mais qui régit une grande partie de la nature, l'odorat. Invisible, persistant et souvent décisif, les odeurs sont des signaux chimiques qui marquent un territoire, annoncent un danger, attirent un partenaire ou guident vers une proie. La forêt, de jour comme de nuit, est chargée de messages sous forme de particules en suspension dans l'air ou imprégnées dans la terre, l'écorce et les roches. Ici, l'odorat n'est pas un sens accessoire, mais un outil essentiel à la survie. Un animal qui a transformé l'odorat en arme littérale est la moufette de Yosemite, un petit carnivore nocturne à la fourrure noire et blanche et à la bande distinctive qui ne l'orne pas. Elle avertit. Lorsqu'elle est menacée, la moufette recourt à une stratégie qui échoue rarement. Elle lève la queue, cambre le dos et pulvérise un liquide huileux à l'odeur piquante et persistante qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres. Le composant chimique de cette sécrétion est si puissant qu'il repousse les prédateurs et reste imprégné pendant des jours dans la végétation ou sur la peau des personnes affectées. Souvent, c'est l'odeur et non la vue qui trahit sa proximité. Mais dans leur monde, l'odorat n'est pas seulement une ressource défensive. Les moufettes communiquent entre elles grâce à leur odeur corporelle. Pendant la saison des amours, les mâles parcourent leur territoire, laissant des traces olfactives que les femelles reconnaissent et suivent. À leur tour, les mères marquent le périmètre de leur terrier avec de petites quantités de leur sécrétion pour avertir les autres carnivores de rester à l'écart. C'est une communication silencieuse, efficace et mortellement honnête. Mais au-delà de la moufette, sur les mêmes sentiers couverts de débris végétaux et parmi les troncs tombés, un autre prédateur nocturne lit et écrit également des messages avec son odorat, le renard gris de Yosemite.
Doté d'habitudes discrètes et d'un excellent grimpeur capable d'échapper aux coyotes en grimpant aux arbres, ce renard maintient un système de communication olfactif complexe. Il utilise des glandes odorantes situées à la base de sa queue et entre ses pattes, laissant des marques sur les pierres, les buissons et les racines exposées. C'est ainsi qu'il établit son territoire, reconnaît ses congénères et détecte si une proie est passée. Contrairement aux autres canidés, le renard gris accorde une attention particulière à l'état de ses odeurs. Une odeur fraîche indique la proximité et une opportunité. Une odeur ancienne indique un risque ou un échec. Cette lecture chimique de l'environnement lui permet de prendre des décisions sans s'exposer inutilement. En chasse, il suit l'odeur des rongeurs, des lapins ou des oiseaux, jusqu'à les localiser avec une précision que la vue ou l'ouïe ne peuvent pas toujours offrir. À Yosemite, où de plus grands prédateurs rôdent et où la compétition pour la nourriture est constante, cette capacité olfactive représente un avantage tangible. La moufette et le renard gris cohabitent dans un écosystème où l'odorat détermine les hiérarchies, les rencontres et les évasions. C'est pourquoi, chaque nuit, un dialogue invisible se noue sur les sentiers de Yosemite. Un dialogue qui n'appartient pas à ceux qui marchent de jour, mais à ceux qui ont appris à lire l'obscurité et les messages flottant dans l'air. Et toutes les formes de communication ne requièrent pas le son ou l'image. Dans la nature, l'odeur persiste même après la mort du corps. Les arômes racontent des histoires, avertissent et promettent. Dans ce parc naturel, chaque prédateur, charognard et proie laisse sa signature olfactive dans la forêt et ceux qui savent l'interpréter survivent. Dans ce paysage montagneux de pins, de sapins et de séquoias, l'odeur n'est pas un détail. C'est un langage en soi, un langage qui n'a pas besoin de traduction, car il parle de faim, de peur et d'appartenance. À chaque pas. Autour de lui, le renard gris perçoit un monde rempli de messages invisibles. Chaque brise, chaque léger mouvement dans les buissons est un signal. Dans cet écosystème, les proies ne sont pas rares, mais les attraper exigent calcul et patience. Certaines, comme les petits écureuils à manteau doré, peuvent représenter un défi temporaire, mais le renard connaît les règles du jeu. Il sait que la ruse, plus que la rapidité, garantit la nourriture. L'écureuil descend au sol à la recherche de graines tombées. C'est un risque passager, mais nécessaire à sa survie et à celle de ses petits. Le renard n'a pas encore bougé. Il décide d'attendre. Il sent que s'il ne perçoit aucune perturbation autour de lui, l'écureuil s'éloignera de quelques pas de l'arbre. Une petite erreur, mais suffisante. Lorsque le renard voit une opportunité, il sort de sa cachette. L'écureuil sent instantanément la menace et court se mettre à l'abri. Mais ce n'est pas elle que le renard suit, mais l'endroit exact vers lequel elle se dirigera inévitablement. Cet arbre vers lequel elle ne peut plus retourner maintenant. Le renard avance, bloque le passage et l'accès. L'écureuil, pris entre la course et l'instinct, s'arrête une seconde. La peur le paralyse. Pour le renard, ce n'est pas une victoire, mais une partie de la routine. Ainsi, entre les arbres et le sol couvert de feuilles, la forêt continue son cours, comme si de rien n'était, car la mort à Yosemite est quelque chose qui peut disparaître en quelques secondes. Ce parc naturel, malgré son apparence de territoire contrôlé, reste un cadre régi par les lois les plus anciennes. Ici, la survie ne dépend pas de la force ou de la vitesse. Elle dépend de la capacité à lire ce petit instant où tout est défini. Intelligence, schéma, mémoire, hiérarchie, tous ces traits convergent dans un seul organisme collectif, la ruche. Malgré leur petite taille, ces créatures appartiennent à une lignée évolutive qui remonte à plus de 100 millions d'années, un vestige ancien de complexité biologique. À l'intérieur de la ruche, la communication entre les abeilles est aussi précise que sophistiquée. Elles utilisent des signaux chimiques, tactiles et visuels pour transmettre des informations vitales. La plus connue de toutes est la danse frétillante, un mouvement spécifique qui indique à ses compagnons la distance et la direction exacte des sources de nourriture, comme de vastes champs de fleurs. Ces danses peuvent localiser des endroits à plusieurs kilomètres de distance, fournissant ainsi une véritable coordonnée dans le vaste territoire qu'elles explorent. L'organisation interne de la ruche est marquée par une hiérarchie rigoureuse, dont le point le plus crucial est la reine. La sélection d'une nouvelle reine est un processus complexe et fondamental pour la survie de l'essaim.
Lorsque la reine actuelle meurt, les ouvrières sélectionnent plusieurs jeunes larves et les nourrissent d'une substance spéciale appelée gelée royale. Ce régime alimentaire exclusif transforme ces larves en candidates au titre de reine. À mesure qu'elles grandissent, les futures reines entrent en compétition et une seule survivra, établissant ainsi sa domination et son contrôle sur la colonie. Une fois consacrée, la nouvelle reine émet une phéromone caractéristique qui imprègne la ruche. Pendant quelques secondes, l'activité s'arrête. C'est une pause minime, imperceptible de l'extérieur, mais décisive pour les habitants. Les ouvrières reconnaissent instantanément le nouveau signal et l'essaim réorganise sa structure. La routine reprend aussitôt, désormais guidée par le message chimique qui garantit la cohésion et la stabilité de l'essaim. À l'extérieur, tandis que la ruche reprend son rythme sous les ordres de la nouvelle reine, les ouvrières poursuivent l'autre tâche vitale pour leur espèce, la récolte du nectar et du pollen. Cette activité, qui ne s'arrête jamais complètement, soutient non seulement la vie de l'essaim, mais aussi celle de l'environnement qui l'habite. En une seule journée, une ruche peut polliniser des centaines de milliers de fleurs, assurant ainsi la reproduction de nombreuses espèces végétales et soutenant la chaîne alimentaire locale. Ce travail constant est le moteur invisible qui maintient l'équilibre de l'écosystème. La protection des ruches est tout aussi redoutable. Lorsqu'elle est menacée par des intrus, notamment des guêpes qui tentent d'envahir ou de piller la ruche, l'abeille attaquée libère des phéromones qui agissent comme un signal d'alarme. Bientôt, des dizaines de leurs compagnes convergent pour encercler l'ennemi. Sans armes ni outils visibles, les abeilles emploient une tactique basée sur la physique. Elles font vibrer leurs muscles pour augmenter leur température corporelle. Ce four vivant génère une chaleur pouvant atteindre 45 degrés Celsius, un niveau mortel pour la guêpe, qui succombe avant de pouvoir s'échapper. Cependant, la force de cet insecte ne se limite pas à ses tactiques défensives. Le vol de l'abeille est un autre de ses prodiges. Malgré un corps relativement lourd par rapport à ses ailes, ses muscles et les structures de ses ailes fonctionnent en parfaite synchronisation pour permettre des manœuvres précises et soutenues. En théorie, ses ailes seraient incapables de propulser un corps aussi compact, mais l'abeille défie ces lois, prouvant que la nature trouve des moyens inattendus. De plus, leurs alvéoles sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Chaque cellule hexagonale est construite avec une précision parfaite, optimisant l'espace et les matériaux et garantissant la solidité structurelle nécessaire à la survie de toute la colonie. L'abeille démontre ainsi que la force ne réside pas dans la taille, mais dans l'organisation, l'intelligence collective et la précision évolutive. Un petit univers de vie et de mort qui palpite au sein de Yosemite, imperceptible pour le visiteur sans méfiance, mais essentiel à la continuité de ce vaste paysage naturel. Dans l'obscurité de la forêt, alors que le jour cède la place à la nuit, une créature discrète plane dans le ciel avec une élégance troublante, la chauve-souris tachetée. Cette chauve-souris, avec ses oreilles décollées et son pelage sombre parsemé de 3 points blancs, ressemble à une apparition fantomatique au milieu de la forêt. Son vol agile et silencieux en fait un prédateur efficace et presque invisible. Le jour, il se réfugie dans les crevasses des falaises ou les cavités rocheuses, des endroits où la lumière pénètre à peine et où le silence est absolu. Là, ses oreilles, enroulées comme des parchemins, reposent contre sa tête. Mais quand la nuit tombe, ces mêmes oreilles s'ouvrent, irriguées par le sang qui les gonfle, prêtes à capter les moindres sons de l'environnement. Ce déploiement n'est pas seulement une particularité anatomique, mais une adaptation cruciale pour leur survie. La grande chauve-souris tachetée est un chasseur solitaire et territorial. Son régime alimentaire se compose principalement de papillons de nuit, mais elle capture également d'autres insectes lorsque l'occasion se présente. Pour localiser ses proies dans l'obscurité absolue, il utilise l'écholocation. Il émet des sons à haute fréquence et déchiffre les échos qui rebondissent sur son environnement. Contrairement à la plupart des chauves-souris, cette espèce produit des signaux à une portée plus faible, une caractéristique qui la distingue et lui permet de s'adapter efficacement aux paysages accidentés et clos où elle vit. En plein vol, sa silhouette se détache sur le ciel étoilé, effectuant des manœuvres rapides et précises pour attraper sa proie en plein vol. Sa capacité à effectuer des virages serrés et des descentes vertigineuses en fait un prédateur redoutable dans sa niche écologique. La continuité de l'espèce suit un rythme lent.
Les femelles donnent généralement naissance à un seul petit parent, généralement pendant les mois d'été. Les nouveau-nés sont aveugles et glabres et dépendent entièrement de leur mère pendant les premières semaines de leur vie. Avec le temps, ils développent les marques blanches caractéristiques et les grandes oreilles qui distinguent l'espèce. Bien que vivant en solitaire, certaines espèces de chauves-souris présentent un comportement coopératif surprenant. Lorsqu'un individu ne parvient pas à se nourrir, d'autres peuvent partager de petites quantités de sang ou de nourriture, assurant ainsi sa survie. Cependant, cette solidarité a ses règles. Les chauves-souris sont capables de se souvenir précisément de qui a offert de l'aide et de qui l'a reçue sans la rendre. Ceux qui rompent ce pacte tacite sont isolés et parfois condamnés à mourir de faim. Une leçon silencieuse dans l'obscurité où la mémoire et la réciprocité décident du destin. La chauve-souris tachetée est une espèce rare à Yosemite et sa présence est le signe d'un écosystème sain. Ainsi, dans l'ombre du parc, la chauve-souris tachetée poursuit son vol silencieux, expression discrète de la complexité et de la beauté qui habitent la vie nocturne dans ce sanctuaire naturel. Alors que certaines créatures errent dans le ciel, d'autres se cachent dans l'ombre du sol. Au plus profond de Yosemite, là où la lumière touche à peine le sol de la forêt et où le silence s'épaissit, vit un prédateur rarement vu, le puma. Aussi connu sous le nom de puma, ce félin est un maître de la discrétion et de la solitude. Son corps agile et puissant peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long et peser entre 60 et 100 kg. Sa fourrure beige uniforme lui permet de se fondre dans la végétation et les formations rocheuses du parc, le transformant en une ombre invisible, indiscernable de sa proie. Malgré sa taille et sa force, le puma préfère éviter le contact direct avec les autres animaux sauvages du parc. Son activité est principalement nocturne et crépusculaire, ce qui, combiné à sa nature insaisissable, rend son apparition rare. Le régime alimentaire du puma du Yosemite se compose principalement de cerfs mulets, sa proie favorite. Cependant, il profite d'autres occasions lorsqu'elles se présentent. Rongeurs, oiseaux et parfois même coyotes font partie de son régime. Sa technique de chasse est l'embuscade. Il se faufile sur sa proie, presque invisible dans l'ombre de la forêt. Et lorsqu'elle est suffisamment proche, il lance un saut précis et mortel. Leurs yeux perçants, adaptés à la faible luminosité, maintiennent une concentration absolue, évaluant chaque mouvement de leur proie dans l'obscurité. Ses griffes s'enfoncent fermement dans le sol et le corps de l'animal, lui assurant une prise avec une force capable de l'immobiliser instantanément. Ses dents acérées, notamment ses canines, transpercent le cou d'une morsure rapide et précise, conçue pour sectionner les voies respiratoires et mettre fin à la chasse sans délai. À cet instant, la nature fait preuve d'une précision implacable. La proie tombe et le cycle de la vie continue, soutenu par l'habileté et le silence du puma. Mais leur tâche ne s'arrête pas à la chasse. Durant les heures précédant l'aube et peu après le coucher du soleil, ce félin patrouille son territoire en suivant des itinéraires établis à travers des ravins, des zones de végétation dense et les bords des clairières. Chaque mouvement est guidé par une lecture attentive des odeurs et des sons, détectant les traces récentes de proies ou de concurrents. Son ouïe, capable de capter des fréquences imperceptibles pour les autres mammifères, et son odorat très développé pour un félin de sa taille, lui permettent d'anticiper la présence d'un cerf avant même de l'apercevoir. Cette méthode de patrouille précise, combinée à un vaste territoire limitant la densité des individus, garantit au puma des déplacements discrets et efficaces. En parcourant des zones peu fréquentées du parc, entre les hauteurs et les canyons profonds, il exploite chaque indice pour planifier sa chasse. Au cours d'une de ses patrouilles nocturnes, le puma avance à pas mesurés, perturbant à peine le silence de la forêt. Ses sens sont en éveil. Chaque son, chaque odeur lui parle de l'environnement qui l'entoure. Soudain, un léger craquement de branches sèches brise le silence. Il s'arrête sans se presser, orientant son corps vers la source du bruit. La faible odeur d'un jeune cerf flotte dans l'air, un signe qu'il ne peut ignorer. Sans faire le moindre bruit, il recommence à avancer, cette fois avec la précision d'un chasseur qui sait que le succès dépend de la patience. Il utilise une végétation épaisse comme couverture naturelle, glissant son corps entre les buissons et les bûches tombées, sans se précipiter.
La proie reste inconsciente, confiante dans la sécurité de la clairière sans issue où elle s'arrête pour se nourrir. Le puma reste immobile à distance, ses yeux perçants fixés sur chaque mouvement du cerf, évaluant le moment exact pour attaquer. Le temps semble ralentir. À cet instant, tout son corps se tend, prêt au saut. D'un mouvement soudain et puissant, il comble l'écart en quelques secondes. Le coup est précis et rapide. La proie n'a aucune chance. Ce comportement secret et stratégique fait du puma un régulateur essentiel des populations d'herbivores, empêchant la surexploitation des jeunes forêts et maintenant l'équilibre naturel de Yosemite. Alors que l'obscurité commence à fermer les sentiers et que les ombres s'allongent entre les troncs de sapins et de séquoias, l'un des chasseurs les plus efficaces et les plus discrets de Yosemite apparaît. Dans un silence absolu, glissant entre les branches, la chouette cendrée revendique sa domination. Contrairement à d'autres prédateurs nocturnes, ce chasseur ne compte pas sur sa vue pour localiser sa proie, bien que ses yeux fixes et frontaux possèdent une intensité difficile à décrire. Ce qui fait de la chouette lapone un expert en chasse nocturne, c'est son ouïe très développée. Sa face en forme de disque agit comme une antenne naturelle, dirigeant les sons vers ses conduits auditifs, lui permettant de détecter le moindre bruissement sous la litière de feuilles mortes ou le moindre frottement d'une branche de rongeur en mouvement. Cette structure faciale, combinée à un système auditif asymétrique, lui confère la capacité de localiser une proie même lorsqu'il ne peut pas la voir. Son plumage tacheté, composé de gris, d'ocres et de tons cendrés, en fait un prolongement du paysage. Parmi les troncs et les branches morts, il est presque impossible à repérer. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un outil vital. Dans une forêt où la survie dépend de la furtivité, être invisible est un réel avantage. Ce hibou chasse au crépuscule, lorsque les sons sont amplifiés et les mouvements deviennent plus prévisibles. Ses yeux, immobiles dans leurs orbites, lui permettent une vision frontale précise, mais il doit tourner complètement la tête pour élargir son champ de vision. En contrepartie, il compense cette limitation par une perception auditive qu'aucun autre chasseur forestier ne possède. Par une nuit froide, sous la faible lumière, un petit rongeur se déplace prudemment parmi le tapis de feuilles sèches. Chaque mouvement est mesuré, attentif aux moindres signes de danger. Leurs moustaches effleurent le sol à la recherche de graines éparses qui pourraient être leur seule source de nourriture par cette froide journée. À quelques mètres de là, tout en haut d'un sapin, une chouette cendrée reste immobile, la traquant pendant plusieurs minutes, les yeux fixés sur le petit corps qui bouge en contrebas. Le silence est absolu, rompu seulement par le léger craquement des feuilles sous les pattes du rongeur. Le hibou n'a pas besoin de voir pour chasser, son ouïe, finement réglée comme un instrument, capte le moindre mouvement. Puis, lorsque la souris fait un léger mouvement, l'attention se déploie en un instant à peine perceptible, et sans un son pour annoncer sa présence, la chouette fond sur elle avec une précision mortelle. La proie ne comprend pas ce qui se passe, incapable de voir l'attaque qui est déjà sur elle. La chouette lapone de Yosemite n'est ni la plus rapide, ni la plus grande, mais elle sait dominer son environnement depuis les hauteurs et les ombres. Sa capacité à entendre ce que les autres animaux ne peuvent percevoir et à se fondre dans l'écorce des arbres lui permet d'occuper une place privilégiée dans la hiérarchie nocturne du parc. Ici, dans le silence entre les arbres, l'air porte des messages que peu de gens peuvent déchiffrer, et le hibou est de ceux qui écoutent. Si la chouette lapone règne en maître dans les cieux, sur terre, la concurrence est toujours rude et certains doivent travailler 2 fois plus dur. Le blaireau américain en fait partie. Malgré sa taille, cet animal peut se défendre même contre de plus gros prédateurs. Bien qu'il ressemble à un rongeur, il n'en est rien. Il appartient à la famille des mustélidés et possède des dents acérées et robustes conçues pour déchirer la chair et briser les coquilles. Ses longues griffes recourbées lui permettent de creuser rapidement à la recherche de proies souterraines et également de se frayer un chemin dans les terriers des autres. C'est un carnivore opportuniste. Dans le parc national de Yosemite, il se nourrit de petits mammifères comme les écureuils terrestres, les rats et les jeunes lapins. Son régime alimentaire est complété par des oiseaux, des œufs et des reptiles. Il profite occasionnellement des essaims d'insectes et se nourrit d'abeilles. Sa peau épaisse et sa fourrure dense, qui lui confèrent une remarquable résistance aux piqûres,
lui permettent d'accéder à des ressources que les autres carnivores évitent à tout prix. De plus, lorsqu'il en a, il consomme du blé, du maïs, de l'avoine et de l'orge, ce qui reflète un régime alimentaire étonnamment varié pour un chasseur aussi agressif. Il peut vivre en groupe de 6 individus ou plus, bien qu'il conserve généralement des habitudes solitaires. Il passe une grande partie de la journée caché, dormant dans l'un des nombreux terriers qu'il creuse sur son territoire. Il préfère le sol forestier provenant de cavités naturelles dans le sol ou les rochers, le long des pentes naturelles et artificielles, ou à la base d'un arbre, qu'il utilise pour aiguiser ses griffes. Lorsqu'il se déplace à la recherche de nourriture, il est courant de l'observer frotter ses pattes avant contre l'écorce des troncs bas, marquant son territoire et usant légèrement ses griffes, un comportement caractéristique des spécimens plus âgés. Contrairement aux autres petits carnivores du parc, son instinct agressif et sa capacité à creuser le plaçant dans une lignée évolutive avantageuse. Capable d'accéder à des terriers souterrains, de poursuivre des proies sous des troncs tombés ou de tendre une embuscade dans la végétation basse, ce comportement lui permet d'exploiter des niches que d'autres évitent, réduisant ainsi la concurrence et sécurisant la nourriture dans des territoires limités. Son rôle à Yosemite est celui d'un prédateur intermédiaire, vital pour contrôler les populations de rongeurs et de reptiles. Sans cette pression constante, les espèces plus petites pourraient se reproduire sans limite, provoquant un déséquilibre qui affecterait tout, de la végétation aux plus grands prédateurs. Une prolifération excessive de rongeurs épuiserait les graines et les racines, tandis que certains reptiles, non contrôlés, déplaceraient d'autres animaux plus petits et modifieraient l'équilibre nutritionnel délicat qui soutient les petits écosystèmes. Ainsi, parmi les racines et les clairières cachées de la forêt, ce petit carnivore soutient, invisible, une partie de l'ordre naturel qui maintient vivante la structure du parc. Alors que le blaireau américain creuse sous terre, enlevant des racines et de la terre meuble à la recherche de proies cachées au-dessus du sol, la forêt reste calme mais pas immobile. Parmi la végétation basse et les sentiers cachés par les fougères, une autre créature évite les dangers de la nuit avec une stratégie différente. Le caille des montagnes est l'un des oiseaux les plus insaisissables de cet environnement. Bien qu'il puisse voler, il l'utilise rarement. Il préfère se déplacer à pied, avec des mouvements rapides et mesurés, profitant des abris naturels pour rester hors de vue. Leurs vols sont brefs et explosifs, réservés uniquement à l'évasion d'un danger immédiat. Cette préférence pour les déplacements près du sol leur confère des avantages particuliers. Ils peuvent explorer des zones de végétation dense et des terrains rocailleux où les autres oiseaux ne s'aventurent pas et échapper aux prédateurs grâce à des itinéraires imprévisibles et des changements de direction soudains. Contrairement à d'autres espèces volantes du Yosémite, comme le geille bleu ou le cincle plongeur, qui sont maladroits au sol, le caille des montagnes excelle à être habile au sol. Son corps compact et ses pattes robustes lui permettent de manœuvrer avec précision parmi les buissons et les rochers, tirant le meilleur parti du terrain montagneux. Un trait distinctif de cet oiseau est la plume dressée sur sa tête, appelée chignon. Plus proéminente chez les mâles, elle sert d'ornement pendant la parade nuptiale et de signal d'alarme pour les autres oiseaux. Lors des affrontements territoriaux, les mâles ébouriffent cette plume et adoptent des postures rigides, affichant ainsi leur taille et leur détermination. Ainsi, dans de nombreux cas, cette démonstration suffit à éviter une confrontation directe. Pendant la saison des amours, les mâles émettent un cri profond et résonnant, un calou, qui résonne à travers les canyons et les collines. Ce chant, accompagné de démonstrations visuelles, vise à attirer les femelles et à établir un territoire. Une fois le couple formé, la femelle construit un nid caché au sol où elle pond entre 9 et 10 œufs. Contrairement à la plupart des oiseaux terrestres, les deux parents participent activement à l'incubation et aux soins des poussins, témoignant ainsi d'un lien familial fort. Cette coopération, inhabituelle entre espèces aux habitudes similaires, augmente les chances de survie dans un environnement où le danger rôde à chaque tournant. Le régime alimentaire du caille des montagnes est varié. Il se nourrit principalement de graines, de feuilles et de fruits et complète son alimentation par des insectes, notamment pendant l'élevage des poussins. Ce sont des oiseaux sociaux qui forment des groupes familiaux appelés coveys, composés d'une vingtaine d'individus maximum.
Ces groupes leur assurent protection et facilitent leur recherche de nourriture. Pendant la journée, ils se déplacent ensemble sur le terrain et, à la tombée de la nuit, ils cherchent refuge dans la végétation dense pour se reposer. Une caractéristique unique du caille des montagnes est sa capacité à s'adapter aux variations d'altitude. En été, ils montent en altitude à la recherche de nourriture et de températures plus fraîches, tandis qu'en hiver, ils descendent vers des zones plus basses et abritées. Cette migration altitudinale leur permet de profiter des ressources disponibles à différentes périodes de l'année. Tandis que le caille des montagnes erre discrètement sur le sol du parc, évitant les conflits et se réfugiant dans la végétation, plus haut, un autre oiseau affirme sa domination avec force, violence et opportunisme. Dans le ciel de Yosemite, le pigargue à tête blanche demeure l'un des prédateurs aériens les plus efficaces. Son bec jaune vif est courbé et massif. Cette forme lui permet de déchirer la chair avec précision et rapidité, ce qui facilite son alimentation sur des proies fraîchement capturées ou des charognes. Bien que sa réputation le place comme un chasseur actif, une grande partie de son régime alimentaire est obtenue en volant des proies à d'autres oiseaux ou en profitant d'animaux morts. Le cri aigu et rauque du pigargue à tête blanche est souvent entendu lors de conflits territoriaux ou pendant la saison des amours. Ces cris ne sont pas ornementaux, mais plutôt des avertissements clairs adressés aux autres oiseaux ou aux intrus, délimitant leur territoire ou réaffirmant leur lien avec leurs partenaires. Ils sont solitaires par nature, sauf dans les zones où la nourriture est abondante, où de petits groupes peuvent se rassembler. On les voit souvent en couple, car ils ont tendance à former des couples monogames qui restent ensemble pendant des années, défendant leur nid et chassant dans les environs. Ce n'est pas l'oiseau de proie le plus évolué, mais il est l'un des mieux adaptés à des environnements comme Yosemite. Ses capacités s'expriment pleinement dans les airs. Au sol, ses pattes sont maladroites et inefficaces pour se déplacer. Mais en vol, il atteint des vitesses remarquables et peut planer pendant de longues périodes, profitant des courants thermiques. Il peut parcourir de grandes distances dans les airs, restant en vol pendant des heures sans s'arrêter. Il est capable de chasser en plein vol, aussi bien sur terre qu'au-dessus des étendues d'eau, capturant les poissons à la surface avec précision. Il chasse d'autres oiseaux, tels que les mouettes, les canards et les faucons juvéniles, bien que la plupart de ses proies soient des poissons et des petits mammifères tels que les souris, les musaraignes et les écureuils. Bien que les prédateurs naturels soient rares pour un adulte, les pigargues à tête blanche peuvent être menacés par les coyotes lorsqu'ils viennent au sol pour se nourrir ou par les grands hiboux la nuit, surtout s'ils sont juvéniles ou malades. Ils peuvent également se retrouver en difficulté lorsqu'ils sont attaqués par des groupes de corbeaux ou de faucons défendant leur nid. Dans de telles situations, le pigargue à tête blanche recule souvent, profitant de sa capacité à prendre rapidement de l'altitude et à s'échapper. Ainsi, dans l'équilibre du Yosémite, même dans les airs, il existe des risques qui ne peuvent être ignorés. Mais contrairement aux pigargues à tête blanche, tous les oiseaux qui survolent Yosémite ne le font pas sous la violence ou la persécution. La pie bavarde en est la preuve. Cet oiseau, qui appartient à la famille des corvidés, se distingue non pas par sa force, mais par son intelligence et sa curiosité. Son régime alimentaire est varié et opportuniste. Il se nourrit d'insectes, de petits rongeurs, d'autres oiseaux et de charognes. Il se nourrit également de graines, de fruits sauvages et de produits agricoles lorsqu'ils sont disponibles. Cet opportunisme lui a permis de s'adapter aux marges des établissements humains, où il explore les jardins, les cours et les campements à la recherche de nourriture facile. L'une de ses caractéristiques physiques est sa queue allongée, plus longue que celle des autres oiseaux de son espèce. Cette extension n'a pas seulement une fonction esthétique, elle lui permet de manœuvrer avec précision en vol, facilitant les changements de direction rapides et stabilisant les mouvements serrés, essentiels pour se déplacer entre les branches ou éviter les prédateurs aériens. Son répertoire vocal est l'un des plus étendus parmi les oiseaux de son environnement, émettant des sons allant des sifflements aigus aux clics courts et aux grognements. Ces sons ne se limitent pas aux alertes ou aux cris territoriaux. Ils les utilisent pour coordonner leur groupe, communiquer avec leurs petits, attirer des partenaires pendant la saison des amours et exprimer leur reconnaissance entre individus. Pour cette dernière fonction, il a été démontré qu'ils sont capables de mémoriser et de distinguer les voix de leurs congénères,
Socialement, la pie bavarde s'organise en grandes bandes. Très sociables, elles entretiennent des relations hiérarchiques établies par des rituels de salutation, des soins mutuels et de petites démonstrations de domination. Cette sociabilité n'est pas un trait aléatoire. Elle a évolué comme une réponse adaptative dans des environnements complexes où la coopération améliore les capacités de défense et l'accès aux ressources. Bien qu'il appartienne à la famille des corvidés, sa présence ne doit pas être confondue avec celle des corbeaux communs de Yosémite. Bien que les deux espèces partagent l'intelligence et des habitudes opportunistes, la pie se distingue par son plumage noir et blanc bien défini, un corps plus clair et un comportement beaucoup plus audacieux. Les corbeaux ont tendance à être méfiants et à éviter à tout prix le contact direct avec les humains, tandis que les pies s'approchent sans hésitation, parcourent les objets et établissent un contact visuel prolongé. Cette combinaison de ruse et d'audace se reflète dans le comportement courant dans les zones périphériques de Yosémite. Là où les maisons commencent à se fondre dans la forêt, ces oiseaux ont pris l'habitude de harceler les chats domestiques. Ils s'approchent prudemment, picorant leur queue ou l'agitant devant eux pour provoquer une poursuite, à laquelle ils s'échappent ensuite sans difficulté. Cette scène se répète régulièrement. Ce comportement n'est pas seulement ludique. Lors de ces poursuites, le corps de la pie libère des endorphines et des catécholamines, générant une poussée d'adrénaline qui, comme chez d'autres espèces, renforce ses réflexes et sa capacité à réagir face aux situations de danger réel. Au cours de l'évolution, ces types de pratiques ont servi à perfectionner leur temps d'évasion et leur prouesse de vol, des qualités cruciales dans un environnement où les prédateurs se cachent à la fois sur terre et dans les airs. De cette façon, la pie à bec noir survit non seulement à Yosémite, mais a fait de la curiosité et de l'intelligence son plus grand atout, se déplaçant entre les arbres, les maisons et les campings, avec la même facilité avec laquelle elle évite les chats, les renards et les oiseaux de proie. Un oiseau qui n'a pas besoin de s'imposer par la force quand il peut le faire par l'ingéniosité. Comme cet oiseau, un autre résident du parc compte davantage sur la ruse que sur la force pour affronter les défis quotidiens. Loin des ruelles et des décharges qui ont fait sa renommée en milieu urbain, le raton laveur de Yosémite mène une existence bien loin de l'image qu'on lui prête souvent. Ici, cet animal conserve son statut originel d'opportuniste méthodique qui s'appuie sur la ruse et une mémoire étonnamment précise pour localiser la nourriture dans un environnement qui n'offre aucune seconde chance. Contrairement à ses parents urbains, dont le régime alimentaire repose en grande partie sur les déchets humains, le raton laveur devient dans ces forêts un prédateur efficace et un pilleur habile. Leur régime alimentaire est varié, allant des insectes aux fruits, en passant par les petits vertébrés et les charognes lorsqu'elles sont disponibles. Ils jouent également un rôle écologique involontaire de disséminateur de graines. Après avoir consommé des fruits sauvages, ils contribuent à la régénération de la forêt en les dispersant au gré de leurs déplacements. Même si cela peut paraître contre-intuitif, ils utilisent également des odeurs fortes comme guide pour localiser les restes de proie ou les nids abandonnés, des signes qui, dans leur monde, indiquent une opportunité plutôt qu'une répulsion. Mais l'une de leurs ressources les plus convoitées sont les œufs d'oiseaux qui nichent près du sol ou dans des zones basses. Il attend que les femelles quittent temporairement le nid pour chasser ou boire, puis, profitant de sa furtivité et de sa dextérité manuelle, il accède aux œufs. Ses pattes avant exceptionnellement sensibles et précises lui permettent de manipuler les œufs sans les casser immédiatement, de les disposer et de les transporter un à un vers des zones couvertes avant de les manger. Ce sens du toucher remarquablement développé est encore intensifié lorsqu'il met ses pattes dans l'eau, une compétence qu'il utilise dans les nombreux ruisseaux et cours d'eau de Yosémite pour détecter de petites proies ou de la nourriture cachée parmi les rochers. Cette prouesse physique s'accompagne d'un pelage distinctif qui remplit des fonctions au-delà de l'esthétique. Les rayures sombres qui courent le long de sa queue brouillent sa silhouette lorsqu'il se déplace dans la végétation basse ou traverse des zones ouvertes et ombragées, brouillant ainsi son contour. Le masque sombre sur son visage, loin d'être un simple trait distinctif, réduit la réflexion du clair de lune et minimise l'éblouissement, facilitant sa vision nocturne sophistiquée. Bien que leur apparence et leur attitude curieuse puissent être trompeuses,
Ces animaux ne sont pas apprivoisés, leur tempérament est imprévisible et ils peuvent réagir avec une agressivité notable s'ils se sentent menacés ou acculés. Leurs dents peuvent déchirer les tissus durs et leurs griffes acérées leur permettent de grimper et de se défendre. De plus, ils sont en compétition indirecte avec d'autres espèces comme les renards gris et les coyotes pour des ressources spécifiques, ce qui limite leurs déplacements et les oblige à affiner leur capacité d'adaptation. Pour trouver un abri ou élever ses petits, le raton laveur de Yosemite utilise des terriers abandonnés, des trous dans les arbres ou des crevasses dans les formations rocheuses, profitant des ressources préexistantes dans le paysage. Dans cet habitat, le raton laveur n'est pas un opportuniste maladroit, mais un spécialiste polyvalent qui a réussi à préserver et à perfectionner les compétences de ses ancêtres sauvages. Dans ce parc naturel, loin des lumières de la ville, chaque nuit est l'occasion de prouver que, dans son environnement originel, le véritable animal reste intact. La nuit à Yosemite offre des opportunités pour différents types de prédateurs, et tous ne sont pas aussi grands ou célèbres que le raton laveur. Tandis que les charognards diurnes se reposent et que les grands chasseurs patrouillent dans l'ombre, d'autres habitants, plus discrets, se déploient parmi la litière de feuilles humides. Dans ces mêmes sols où le raton laveur cherche des œufs ou de petits vertébrés, un animal minuscule mais surprenant maintient sa propre routine silencieuse. Le triton montagnard est une espèce rare à observer et sa présence est rendue mémorable par cette rareté même. Ce petit amphibien appartient à un groupe qui a maintenu les mêmes stratégies de survie pendant des dizaines de millions d'années, basées sur la furtivité, l'immobilité prolongée et une territorialité inhabituelle. Son apparence discrète n'est qu'une de ses adaptations. La couleur de son corps imite parfaitement le sol couvert de feuilles, de bois humides et de lichens. Au milieu des ombres, des feuilles et des racines, il devient presque impossible à repérer à l'œil nu. Ce camouflage passif lui permet d'éviter les prédateurs et de tendre des embuscades aux petits invertébrés dont il se nourrit, sans trop s'exposer. Contrairement à l'image passive souvent attribuée aux amphibiens, le triton montagnard défend son petit territoire avec une agressivité remarquable. Il ne tolère pas la proximité des autres espèces et, en cas d'invasion, n'hésite pas à attaquer. Ces confrontations discrètes, sans parade ni poursuite, sont un élément essentiel de sa dynamique territoriale. Une autre caractéristique unique est qu'il respire entièrement par la peau. Il ne possède ni poumons ni branchies fonctionnelles comme les autres amphibiens, ce qui en fait un organisme extrêmement dépendant de l'humidité et de la température ambiante. Chaque pore de sa peau agit comme une voie d'échange gazeux, l'obligeant à rester dans des zones humides et ombragées, à l'abri du dessèchement. Leur cycle de reproduction diffère également des cycles conventionnels. Contrairement à la plupart des amphibiens qui pondent leurs œufs dans l'eau, cette espèce pond ses œufs dans des environnements humides, cachés sous des bûches, des rochers ou parmi des racines. Les juvéniles s'y développent sans passer par le stade larvaire aquatique. Ce comportement inhabituel réduit l'exposition aux prédateurs aquatiques et permet aux jeunes de grandir dans des conditions stables et abritées. En guise de ressources défensives supplémentaires, la peau du triton à dents de scie sécrète une toxine douce, inoffensive pour les grands vertébrés, mais suffisante pour repousser les petits prédateurs et empêcher les insectes ou les arthropodes d'oser s'en nourrir. C'est une adaptation subtile qui ne les rend pas invulnérables, mais qui augmente leurs chances de survie dans un environnement où chaque opportunité compte. Dans cet écosystème où la discrétion et la discrétion font la différence entre la vie et la mort, tous les habitants n'optent pas pour le secret absolu. À quelques mètres de l'endroit où le triton montagnard reste immobile sous un lit de feuilles humides, un autre animal adopte une stratégie opposée, plus visible mais non moins rusée. Il s'agit du cerf mulet, l'herbivore le plus nombreux du Yosemite et l'un des grands protagonistes silencieux du parc. Ce cerf aux oreilles disproportionnées est bien plus qu'un animal de fond de carte postale. Leurs énormes oreillettes agissent comme des radars naturels capables de s'orienter de manière autonome pour capter le moindre bruissement ou le battement d'ailes d'un oiseau effrayé. Avant de voir ou de sentir un prédateur, vos oreilles vous alertent de toute anomalie du terrain. Contrairement à d'autres espèces migratrices qui parcourent de longues distances, les cerfs mulets présentent un modèle local. Ils montent vers des altitudes plus élevées pendant l'été, où la végétation est plus abondante et tendre,
et descendent vers les vallées lorsque le froid commence à recouvrir les sommets de neige. Ce déplacement vertical garantit la nourriture tout au long de l'année, évitant ainsi une concurrence excessive entre les spécimens. Il ne s'agit pas d'une migration de masse, mais plutôt d'une adaptation progressive qui suit les variations du climat et de la disponibilité des ressources. Malgré leur taille et leur apparence sereine, ils ne sont pas des proies faciles. Ils ne peuvent rivaliser avec un puma en endurance ou un coyote en vitesse, mais leur véritable avantage réside dans leur capacité à effectuer des changements de direction brusques et leurs sauts longs et précis, qui leur permettent de franchir les obstacles naturels et de couper les lignes d'attaque de leurs prédateurs. Leurs principales menaces sont les pumas, les lynx et les coyotes, bien que les juvéniles puissent parfois tomber entre les griffes des aigles royaux. Le comportement social du cerf-mulet s'adapte également au rythme des saisons. En hiver, ils se rassemblent en groupes plus importants, une stratégie qui améliore leurs chances de survie pendant les mois les plus rudes. En été, cependant, ils se dispersent en petits groupes ou se déplacent seuls, réduisant ainsi la concurrence directe pour les prairies les plus vertes et les plus accessibles. Chaque automne, cet équilibre est temporairement perturbé par l'arrivée du rut. Les mâles, poussés par un taux de testostérone élevé, se livrent à des luttes et des poursuites pouvant entraîner de graves blessures. Le choc des bois résonne dans les clairières et les zones broussailleuses, tandis que les femelles restent à l'affût des prétendants les plus vigoureux. Une caractéristique distinctive de ces animaux est la tache blanche sur leur dos qui est affichée comme un signal visuel sans équivoque. Lorsqu'un cerf sent un danger et s'enfuit, il lève sa queue et expose cette marque, un avertissement aux autres membres du groupe qui, en la voyant, comprennent qu'il est temps de s'échapper. Outre les signaux visuels, les mâles utilisent l'odorat comme moyen de démarcation territoriale. À l'automne, ils se frottent aux arbres et aux arbustes pour diffuser leur odeur grâce à des glandes situées sur leur front et à la base de leur bois. Ces marques restent actives pendant des semaines, indiquant la présence d'un individu dominant et limitant l'entrée de rivaux potentiels. L'abondance de cerfs-mulets à Yosemite, avec une population estimée à environ 2500, est due à une combinaison de ces adaptations. Leur flexibilité sociale, leur capacité à se déplacer selon les saisons et un régime alimentaire varié qui comprend des pousses tendres, des brindilles, des glands et des fruits sauvages. Cet équilibre entre mobilité, prudence et opportunité lui a permis de s'établir comme l'herbivore prédominant du parc. Mais au-delà des prairies, des forêts claires et des vallées où prospèrent les cerfs, le paysage change. Dans les étendues les plus accidentées et désolées du Yosemite, où les pentes s'abaissent à des pentes vertigineuses et où le vent sculpte la roche depuis des millénaires, survit l'un des habitants les plus singuliers du parc, le mouflon d'Amérique. Cette créature robuste et agile a fait des falaises et des murs verticaux son refuge naturel, évitant ainsi les prédateurs qui dominent les basses terres. Son corps compact et musclé est conçu pour l'endurance. Son épaisse fourrure le protège des températures extrêmes, des hautes altitudes, et ses sabots spéciaux lui permettent de se tenir sur de minuscules surplombs. Ces sabots fendus, aux coussinets rugueux et adhérents, s'adaptent parfaitement aux terrains rocheux, offrant traction et stabilité sur les terrains les plus instables. Là où, pour tout autre animal, il n'y a qu'abîme, le mouflon d'Amérique trouve des chemins secrets et des points d'appui invisibles. Mais sa caractéristique la plus impressionnante est sans aucun doute ses cornes. Les mâles ont une queue lourde et courbée, pouvant atteindre des longueurs considérables. Ils ne l'utilisent pas pour chasser ou se défendre contre d'autres espèces, mais plutôt pour rivaliser entre eux pour le droit de se reproduire. Pendant la saison des amours, les affrontements sont des démonstrations brutales de force et de persévérance. Les mâles se ruent les uns sur les autres avec une violence maîtrisée, faisant s'entrechoquer leurs cornes dans un rugissement qui résonne dans les ravins. L'écho de ces collisions fait partie du paysage sonore du parc pendant ces journées. Contrairement à d'autres espèces qui préfèrent les forêts denses ou les vallées couvertes, les mouflons d'Amérique préfèrent les zones ouvertes et rocheuses, où leur vision peut anticiper tout mouvement suspect. Ses yeux, situés sur les côtés de sa tête, lui confèrent un champ de vision latéral qui couvre pratiquement tout son environnement, lui permettant de surveiller les menaces potentielles sans avoir à bouger la tête. Cette capacité est cruciale non seulement pour échapper aux prédateurs comme le puma,
mais aussi pour calculer les distances exactes entre les rochers lors des déplacements. La routine de cet animal est déterminée par sa recherche de nourriture et d'eau. Il se nourrit d'herbes sèches, de pousses tendres, et lorsque la saison le permet, de petites fleurs hautes. Ce sont des créatures diurnes qui profitent des premières et des dernières heures de la journée pour se nourrir, tandis que pendant les heures les plus chaudes, elles se retirent à l'ombre des rochers. Le mouflon d'Amérique est, en bref, un spécialiste de la montagne, un survivant de lieux qui semblent refuser à la vie. Leur présence maintient un équilibre silencieux dans les sommets du Yosemite, où peu de mammifères parviennent à prospérer. Parfois, aux premières heures du jour, alors que la lumière filtre encore timidement entre les pentes et que les rochers retiennent la fraîcheur de la nuit, une traversée silencieuse s'opère. Les mouflons d'Amérique descendent en petits groupes vers les sources qui persistent dans les zones plus basses, tandis que depuis les buissons voisins, le petit profil d'un lynx roux apparaît prudemment. Il n'y a ni poursuite ni confrontation. Les deux espèces boivent au même ruisseau sans se reconnaître comme ennemis. Le mouton, massif et méfiant, garde les yeux levés, tandis que le lynx roux, plus soucieux de se cacher que de traquer, cherche l'ombre proche d'un rocher tombé. Cette coexistence tendue et silencieuse, où chaque animal connaît sa place et ses risques, fait partie du délicat tissu naturel de Yosemite. Le lynx roux est l'un des chasseurs les plus discrets du parc. Plus petit qu'un puma et plus insaisissable qu'un coyote, sa silhouette se déplace dans les sous-bois avec une grâce presque invisible. Son corps compact et musclé lui permet de grimper, de sauter et de glisser sur les rochers avec une aisance naturelle qui laisse rarement de traces. Son pelage, tacheté de tons terreux et grisâtres, se fond dans l'ombre des buissons et des branches sèches. Il préfère les lisières de forêt, les espaces entre les arbres et les ravins bordant les ruisseaux. Là, il effectue des déplacements solitaires, établissant des territoires qu'il patrouille fréquemment, mais sans rigidité. Il chasse principalement la nuit, sans toutefois négliger les opportunités diurnes. Ses proies habituelles sont les lièvres, les écureuils terrestres et les oiseaux de basse altitude qu'il traque depuis le feuillage ou les rochers. Sa stratégie consiste en une approche patiente, un bond rapide et précis, puis une retraite immédiate vers l'abri le plus proche. Ses sens, finement affûtés pour la chasse en faible luminosité, en font un prédateur redoutable. Ses yeux, adaptés pour détecter le moindre mouvement en conditions de faible luminosité, et son ouïe, capable de détecter le craquement d'une branche morte à plusieurs mètres de distance, sont ses principales armes. Un lynx roux a rarement besoin de recourir à une poursuite prolongée. Sa méthode est d'attendre, de surprendre et de disparaître. À Yosemite, leur nombre est faible, mais leur présence est constante. Ils se déplacent discrètement, ne laissant qu'une faible trace dans la terre humide ou une plume tombée comme témoin. Pour de nombreux visiteurs, son existence se perçoit davantage par la sensation d'être observé que par la simple vue de sa silhouette. C'est l'un de ces habitants silencieux que la forêt garde pour lui. En fin d'après-midi, alors que la lumière commence à faiblir entre les troncs et que l'air se rafraîchit, un lièvre d'Amérique sort de son abri, attiré par les jeunes pousses qui poussent près d'un rocher. Rien dans l'environnement ne semble avoir changé, à l'exception d'une ombre restée immobile dans l'herbe sèche pendant des minutes. C'est le lynx roux. Les moustaches tremblent légèrement, mesurant la distance. Un faux mouvement et tout disparaît. Quand le lièvre s'arrête pour renifler, le chat fait furtivement 2 pas en avant. Et en un instant, sans prévenir ni faire de bruit, il bondit. Un saut court, précis et suffisant. Le corps du lièvre parvient à peine à tourner avant d'être pris entre les pattes. Sans célébrer ni prolonger l'acte, le lynx roux prend sa proie et disparaît dans les buissons, laissant derrière lui le léger bruissement des feuilles qui se réorganisent. Dans ce paysage de roches, de forêts et d'eau, chaque espèce, visible ou discrète, joue un rôle spécifique. Des troupeaux de cerfs mulets, traversant les prairies à l'aube au pis, rôdant autour des campements en quête de nourriture, en passant par les ratons laveurs discrets, les tritons immobiles et les mouflons d'Amérique bravant les pentes abruptes, Yosemite préserve intacte la dynamique ancestrale des grands espaces. Un territoire où les saisons imposent leur rythme et où chaque animal, du plus agile au plus patient, s'adapte ou cède sa place.
Plus qu'un refuge, ce parc est une scène vivante de permanence et de transformation, où la vie se déroule sans intermédiaire, soutenue par les mêmes lois qui régissent ces terres depuis bien avant tout autre témoin.